Avant de passer aux différentes présentations, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce séminaire. La Moulouya représente bien plus qu'un cours d'eau. Elle constitue un patrimoine naturel d'une valeur écologique, économique et sociale majeure. Classée site d'intérêt biologique et écologique, cette zone abrite une biodiversité remarquable mais fragile, aujourd'hui confrontée à de multiples pressions, notamment liées à la gestion des ressources en eau, à la variabilité climatique et aux activités humaines. Ce séminaire s'inscrit dans une dynamique de partage de connaissances, de renforcement de compétences et de concertation entre les différents acteurs concernés par la préservation et la gestion durable du cible de la Moulouya. Il vise à mieux comprendre les enjeux liés à la biodiversité, à l'équilibre des écosystèmes et à la gestion du débit écologique, afin de favoriser des décisions éclairées et des actions efficaces sur le terrain. Les échanges et travaux prévus au cours de ce séminaire permettront de renforcer la synergie entre institutions, experts, chercheurs et acteurs locaux et de dégager des recommandations concrètes pour la protection et la valorisation durable de ce site exceptionnel. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des partenaires, donc l'Université Mohammed Ier avec ses composantes, les facultés des sciences et la faculté des lettres, l'ambassade de France, le ministère de l'équipement, l'agence du bassin hydraulique de la Moulouya, l'agence nationale des eaux et forêts et toutes les associations qui ont contribué à ce projet. Je tiens également à remercier les intervenants et les participants pour leur engagement et leur contribution à la réussite de ce séminaire. Je vous souhaite des échanges fructueux et un plein succès à nos travaux. Donc, on passe directement au premier atelier et j'appelle M. Khalid Bikay qui va présenter une conférence introductive intitulée Biodiversité de la Moulouya en péril, un sanctuaire naturel menacé. Donc, je vous remercie de votre présence, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir de partager avec vous nos connaissances et discuter sur ce sujet dans cette journée scientifique, dans ce projet de préservation de notre environnement. Mon sujet intitulé Biodiversité de la Moulouya qui est en péril, un sanctuaire naturel qui est bien menacé. Mon plan est comme suit, donc après une petite introduction, on va passer à la richesse, à la connaissance de cette richesse biodiversité de la Moulouya. Puis après, on va savoir ensemble quel impact du changement climatique et de l'activité humaine sur le Moulouya. Puis on va voir ensemble les conséquences écologiques dévastatrices. Puis après, on va entamer les stratégies et les perspectives pour une gestion durable de la Moulouya. Et on va terminer par une petite conclusion. Donc la Moulouya, c'est le grand fleuve du nord-est du Maroc, s'écoulant vers la Méditerranée, dans un parcours d'à peu près de 600 km. La Moulouya est l'un des plus grands bassins du Maroc en Méditerranée, à peu près 74 000 km². C'est un précieux bijou de biodiversité en espèces, en faune et flore, dans son embouchure surtout. Il incarne une richesse naturelle inestimable pour le Maroc et la Méditerranée. Le site, c'est une destination touristique offrant un contraste entre la beauté des plages méditerranéennes et la richesse naturelle de l'estuaire. Elle est classée cible depuis 1996 et puis classée site Ramsar depuis 2005.
Passons à la richesse et la biodiversité de la Melouia. La Melouia, particulièrement à son embouchure et ses zones humides, joue un rôle très important dans un rôle écologique crucial. Tout d'abord, il absorbe les inondations, il abrite une biodiversité exceptionnelle en faune et en flore variées, bénéficiant de mesures de conservation spécifiques. Il renferme une grande variété d'habitats, que ce soit marins, estuaires, fluvial, palustres et lacustres. Et puis, ils servent de zone de repos, de nidification pour plusieurs oiseaux migrateurs, de nombreuses espèces, surtout des oiseaux d'intérêt mondial. Le site est une escale vitale pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. Et puis, la forêt alluviale offre un refuge à de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. Il constitue un écosystème complexe, riche en espèces endémiques, vulnérables, rares et des espèces qui sont vraiment menacées. Pour la faune, elle est très variée en espèces. Il y a à peu près 65 espèces rares, dont 3 mammifères, 20 oiseaux, 2 reptiles et batraciens et 39 invertébrés. Et puis, 44 espèces identifiées remarquables, recensées dans le site, donnant un mammifère abondant, 3 oiseaux d'intérêt international et 27 espèces d'intérêt biogéographique, dont 4 oiseaux, 2 reptiles et 4 invertébrés. Et puis 25 espèces qui sont menacées, dont 8 mammifères, 7 oiseaux, 6 reptiles et batraciens et 4 invertébrés. Comme vous pouvez le remarquer dans la diapo, donc les oiseaux de cette embouchure qui sont de l'avifaune liée aux zones humides, au milieu marin, se compose environ de 110 espèces variées, réparties principalement entre les libicoles, à peu près 34 espèces, telles que les bécassos, les charadriformes, et puis les laridés, à peu près 21 espèces, telles que la mouette et le golland, et les ancériformes, à peu près 15 espèces, telles que les canards, les oies, les cygnes, et les aradéidés, tels que les aigrettes et le héron, et les passereaux, à peu près 8 espèces différentes, telles que la fauvette, les hirondelles, les mésanges, les martinettes aussi, et les phénicoptères, tels que les flamants roses, ptéridés. Aussi des poissons très variés, tels que le barborifin, le Barbomeliensis, la losa et le langui. Le fleuve abrite des espèces de poissons rares et endémiques, tels que le barborifin classé en danger critique, qui utilise ses eaux comme des zones de frai, c'est-à-dire action de reproduction de cette espèce, et du nursier. Et des espèces migratrices comme la lamproie marine. Et d'autres espèces telles que les mollusques gastéropodes, des crabes. Pour les espèces herpétophones telles que les amphibiens et les reptiles, on a à peu près recensé 9 espèces d'amphibiens connues dont la région a été identifiée à Melouia, telles que la grenouille, Sclerophyrus mauritanicus et Bifot bulangeri. Le caméléon commun aussi dans cette région et plusieurs types de tortues, plusieurs espèces de tortues. Et puis la couleuvre vipérine et le cèpe de Doubert et le sténodactyle élégant au niveau du nerf. Et plusieurs espèces d'insectes tels que les eudonates, les libellules, soulignant l'importance des zones humides pour ces groupes.
Et ce sont des bio-indicateurs d'une aire qui est pure dans cette région. 24 espèces de mammifères ont été recensées, telles que le sanglier, le chat ganté, le chacal doré, l'hérisson, le mangouste, le lièvre et la gerboise. Le seul mammifère aquatique connu dans cette région est la loutre, qui est l'Utra, et qui est bien sûr très très rare. Aussi d'autres espèces de mollusques, d'eau douce et des crabes, tels que le fleuve soutient également diverses populations de mollusques d'eau douce et des espèces comme le crabe d'eau douce qui est Potamon fluviatilis, qui est également sous pression. Donc, plusieurs espèces qui ont été recensées dans cette région d'embouchure de la Moulouya, telles que ici présentes dans la photo, suite à plusieurs recherches scientifiques, en collaboration avec plusieurs établissements tels que l'Agence du bassin hydrique et puis la direction des eaux et des forêts et d'autres, dans un projet tel que le projet de Medway Coast et d'autres projets sur à peu près d'une durée de 10 ans. Plusieurs poissons ont été identifiés dans cette région, dans le lac ou bien l'ouest de Mlouya et le bassin. Pour la flore, aussi une variété d'espèces identifiées. Mlouya est bordé d'une épaisse répulsive de tamaris. Selon certains chercheurs, c'est la plus grande forêt de tamaris en Méditerranée marocaine. Au milieu de formations hydrophytes, telles que les salles-souris, les marais, les silicones, junipéries, l'oya, les scripes et les joncs. Elle contient plusieurs espèces remarquables. On a 13 espèces endémiques, marocaines ou régionales, 10 espèces aquatiques rares ou menacées, 86 espèces remarquables. Cette flore s'organise en mosaïque complexe d'unités végétales, Andriala canariensis, Anthemisa mauritania, et Juniperie phoenicia et Rupea maritima. Les tamarinés denses, tamarix, sont espèces impénétrables, avec une végétation halophile et des prairies humides. Le site est un hotspot pour les espèces adaptées aux milieux salins et fluviaux, tels que Potamon jeton, Pectinatus et Typha latifolia. Plusieurs espèces de flore endémiques ont été identifiées dans le site de l'embouchure de la Mlouya, et parmi eux, on trouve des espèces qui sont de variétés médicinales. Et puis le site possède un centre local éducatif, un centre de sensibilisation et d'information installé par la direction des eaux et des forêts, et puis des pancartes, des ganivelles en bois, des affiches, des consignes, surtout pour les visiteurs touristiques, et un abri pour les scientifiques d'observation ornithologique pour le suivi des oiseaux migrateurs. Donc, c'est une richesse diversifiée du site. Passons maintenant à l'impact du changement climatique et activités humaines. La biodiversité de la Mlouya est gravement menacée par les effets conjugués, que ce soit des changements climatiques, que ce soit de la gestion et des activités humaines de jour en jour. Les premiers facteurs sont la hausse température. Les hausses températures dues au changement climatique, les baisses des précipitations, l'augmentation des inondations, puis l'intrusion
salines et l'impactation des zones humides, l'assèchement des zones humides, l'érosion dunaire et la sédimentation. Puis, l'impact suite à la création de plusieurs voies de circulation, dont l'embouchure, l'installation des stations de service carburant, l'aménagement du territoire forestier aussi peut impacter le site et la pollution qui est multiple, que ce soit industrielle et autres, agronome et tout. Puis, le développement du complexe immobilier juste à côté de l'embouchure, la construction des chaussées de routiers, le pompage excessif de l'eau, ce sont des facteurs qui agissent négativement sur la biodiversité de la Melouia, la surexploitation des ressources hydriques et autres ressources, et puis la construction de plusieurs barrages sur le fleuve de Melouia et le détournement de l'eau et les infrastructures installées hydrauliques dans le site. Aussi, on peut avoir la pêche et la chasse et l'installation du port de plaisance dans ce site qui impacte sur cette biodiversité de la Melouia. Dans ces photos, on a donc quelques images des barrages installés sur le long du fleuve de la Melouia, et puis des photos prises lors de l'aménagement du territoire et la déforestation de la zone, et puis la destruction dunaire et la construction des voies et des barrages dans ce site. Puis l'extraction du sable en littoral impacte aussi le site. Des rejets d'industries oléicoles peuvent impacter aussi le site. Des rejets de l'industrie de la sucrerie qui se jettent dans le fleuve et les rejets domestiques, surtout pour les visiteurs en période estivale. On a ramassé des tonnes et des tonnes de déchets solides dans la période juste après la période estivale. Donc, les gens viennent, s'installent, et on profite en période estivale du lieu, du site, de la biodiversité, mais ils laissent ces déchets dans la zone et donc ils impactent négativement le lieu. Le tableau suivant récapitule un petit peu les principaux impacts des changements climatiques et de la pression humaine sur les différentes composantes de l'écosystème liées à la Melouia. Par exemple, le changement climatique, on a sur l'impact sur les ressources humaines. On peut avoir la raréfaction hydrique, la réduction du débit et l'évapotranspiration accrue. Donc, on peut avoir comme conséquence un assèchement des habitats aquatiques, une salinisation de l'eau et du sol, et puis un stress hydrique pour les espèces. Toujours dans les changements climatiques, surtout en zone côtière et estuaire, on peut avoir des inondations côtières comme impact, érosion des dunes et intrusion saline. Comme conséquence, on peut avoir une perte d'habitat côtier, une altération des écosystèmes estuariens et un déclin des espèces adaptées. Passons à la pression humaine. Dans la région, surtout pour le débit et le fleuve, on peut avoir une surexploitation des ressources en eau, une altération du régime hydrique, une fragmentation du cible et une irrigation et intensification agricole. Comme conséquence, on peut avoir une réduction du débit écologique, un assèchement des zones humides et des drainages qui entravent aux migrations de poissons et aussi pour les oiseaux. Toujours dans la pression anthropique, surtout qui influence sur la qualité de l'eau et la qualité du sol, comme la contamination toxique par les produits toxiques,
et l'eutrophisation qu'on a eu déjà vu surtout lors de la contamination, dernière contamination, et puis l'eutrophisation qu'il y a eu sur le cible, où on a eu plusieurs poissons qui se sont morts rejetés au bord du fleuve. Et puis la dégradation donc de la qualité de l'eau. Conséquence, une augmentation de la toxicité qui est dangereuse pour la faune, aussi pour la flore, une perte des habitats qui sont sensibles, et puis un déclin de la biodiversité aquatique. Et sur les habitats naturels, les niches écologiques et la pérennité des espèces, on peut avoir une destruction du site écologique, une fragmentation des habitats, une surfréquentation, le circuit pédestre, développement de l'aquaculture, l'introduction d'espèces étrangères. Comme conséquence, on peut avoir une perte des zones de reproduction et de nidification et d'alimentation des oiseaux, un dérangement des espèces dans leur habitat, un déclin de la biodiversité écosystémique et une pollution, que ce soit sonore, lumineuse, vu les voiries qui sont proches de l'embouchure. Donc, pour les conséquences qu'on a déjà vues, donc, autres, regardez les photos satellites qu'on a eues depuis 1995 jusqu'à 2025. Après l'installation de la station baleinière et puis l'urbanisation qui s'approche de l'embouchure, donc qui impacte sur ce cible, on peut visualiser une ligne sombre intermittente sans flux d'eau qui est bien visible vers la mer. Et on a eu dernièrement l'eau qui n'arrive pas vers la mer 2 fois peut-être cette année. Et les photos ont été prises par M. Benat. Ce radar char illustre l'intensité différente des facteurs influençant la pluviométrie dans le bassin de la Melouia. Donc, comme facteur, on peut avoir qui agissent sur la variabilité de la pluviométrie. Donc, on peut avoir la variabilité spatiale et puis la topographie locale qui interfère sur la variabilité de pluie. Et puis, l'influence méditerranéenne par le climat méditerranéen et l'impact des changements climatiques et la variabilité interannuelle des pluies sur le site. L'influence méditerranéenne est également donc significative, mais légèrement moins dominante que les autres facteurs à l'échelle du bassin entier. Puis l'impact des menaces sur l'embouchure de la Melouia. Ce diagramme donc illustre l'impact perçu des différentes menaces sur l'écosystème de l'embouchure de la Melouia. Il met en évidence la surexploitation des eaux et des ressources, le changement climatique, la perte de la biodiversité, qui sont des facteurs majeurs, en plus de la pollution et la salinisation des sols, qui agissent sur cette perte de biodiversité. Un autre graphique sur lequel on peut voir la situation actuelle, récente, et puis un potentiel s'il n'y aurait plus de pression sur le site. En rouge, on voit la situation actuelle, et en vert, s'il n'y a pas de pression, que ce soit anthropique et au changement climatique. Donc, on peut jouer sur la qualité de l'eau, la disponibilité de l'eau, la diversité d'habitat, la santé des espèces endémiques et la résilience écologique. Un autre graphique qui illustre ou bien met en évidence la situation actuelle en 2025 et puis la forte dégradation attendue sans intervention en 2050 et le potentiel de récupération de l'écosystème avec des mesures adéquates en 2050. En bleu, vous pouvez voir donc la situation qui est actuelle pour la disponibilité en eau, l'intégration des habitats, la vitalité des populations des espèces et les services écosystémiques et les résiliences socio-économiques.
En orange ou bien au rouge, on peut observer la forte dégradation avec pression, avec les pressions, et en vert, avec les mesures adéquates qu'on peut adapter pour corriger cette problématique. Ce graphique illustre le contraste entre le niveau de menace et l'efficacité actuelle des efforts de conservation pour la Melouia. Donc, il met en évidence les domaines où les menaces sont les plus fortes et où les efforts de conservation nécessitent un renforcement intégré. Donc, en rouge, vous pouvez voir l'intensité de menaces, et en bleu, c'est l'efficacité de mesures de conservation, surtout pour la protection des habitats, donc qui engage un engagement communautaire et intégré. Et on doit diminuer la surexploitation de l'eau, on doit s'organiser pour diminuer et protéger ce site contre les différents types de pollution, et on doit s'adapter au changement climatique. Les stratégies et perspectives pour une gestion durable de l'embouchure. Donc, on doit faire plus d'efforts pour protéger le fleuve Melouia pour les générations futures, donc mettre en œuvre des stratégies efficaces pour une meilleure gouvernance de l'eau et une planification intégrée des considérations écologiques dans les projets de développement. Une nécessité d'une bonne gouvernance de l'eau, renforcée et plus rationnelle. Donc, on doit respecter le débit écologique minimal du fleuve, réguler le pompage excessif pour l'irrigation et lutter contre l'extraction illicite, mettre les études d'impact environnemental conformément à la législation marocaine, revoir la coopération transfrontalière avec les voisins, mener une gestion intégrée des ressources en eau, puis d'autres actions d'adaptation au changement climatique, donc préserver et restaurer les zones humides pour absorber les inondations, filtrer et traiter l'eau afin de maintenir la biodiversité, de protéger les espèces et d'améliorer la capacité de rétention de l'eau et la promotion des espèces résilientes. Puis la sensibilisation à travers les ONG et les établissements concernés et l'écotourisme et participation des acteurs. Donc, on doit participer activement à la gestion des ressources du site, puis impliquer les communautés locales dans la préservation de la Melouia, lutter contre la pollution, contrôler les rejets, installer des steppes ou contrôler le rejet des steppes et contrôler le rejet des déchets solides. Puis faire des études suivre par le suivi ou le contrôle des bioindicateurs pour un monitoring écologique et renforcer le cadre juridique, surtout dans l'application des règles de loi et des textes de loi. Ce graphique en barre illustre l'urgence des actions nécessaires qu'il faut mettre en marche pour protéger et conserver le site. On doit s'efforcer pour faire plus de sensibilisation publique, s'avancer dans les recherches scientifiques, restaurer les habitats, maintenir une bonne gestion de l'eau, lutter contre la pollution et s'adapter au climat et protéger les zones côtières. Donc, le Maroc est signataire notamment de plusieurs conventions, donc il faut juste les suivre. Et plusieurs textes de loi ont été mis en place, seulement reste parfois l'application et le contrôle. Donc, pour conclure, le bassin de la Melouia est un trésor écologique dont la survie est aujourd'hui compromise pour une convergence des facteurs climatiques et anthropiques.
La richesse de sa biodiversité est essentielle à l'équilibre régional et en déclin rapide en raison de la raréfaction de l'eau, la salinisation qui est en augmentation et la pollution et la destruction des habitats. La gestion durable des ressources en eau et la préservation des zones humides sont cruciales pour l'adaptation au changement climatique et la sauvegarde de la biodiversité. Le bassin de la Melouia est confronté à des défis majeurs en matière de biodiversité, largement exacerbés par le changement climatique et la gestion des ressources en eau. La coopération entre les différents acteurs est une obligation et mettre en place des stratégies de gestion durable qui nécessitent un engagement intégré, collectif, pour la conservation de ce patrimoine naturel unique. Et on a le Gowland qui demande à ces établissements de faire plus d'efforts pour le protéger et protéger la biodiversité de la Melouia. Et merci.